Chapitre 12. Aider un copain. Con marchait à travers la plantation de bananiers, levant parfois le nez vers la montagne, peinte avec une persistance si dévorante par le fondateur qu'on était étonné de la trouver encore là. Il entendit bientôt la cascade et aperçut la paillote parmi les papayers. Con n'aimait pas les papayers, avec leurs fruits gros et lourds qui pendouillaient, hors de proportion avec le reste de l'arbre, évoquant quelque éléphantiasis végétal. Par contre, il avait un faible pour les cocotiers et les mappés, dont les hautes colonnades semblaient repousser plus haut encore la voûte du ciel. La lumière, bien que l'océan fût invisible, caché derrière la colline, portait comme tout à Tahiti la marque marine. Elle paraissait traîner partout avec elle les verts émeraudes, les jaunes soufrés et les bleus transparents des lagons. Il suivit l'allée de cocotiers qui menait à la cabane, entre deux murs d'orchidées enroulés autour des troncs des mappés, pareils à des serpents récompensés, métamorphosés en fleurs pour avoir encouragé le premier couple de la terre à goûter aux fruits d'un bonheur défendu. René Le Goff était assis tout nu à la turque devant la cabane, tenant au bout d'un bâton un poisson qu'il faisait cuire au-dessus d'un feu de bois. Accroupi auprès de lui, dans une cotonnade bleue et blanc, sa vainée, Taimaha, allaitait son dernier né, qui lui était réclamé déjà par les meilleures familles de l'île. Con s'était souvent demandé d'où venait la tradition polynésienne d'adopter les enfants des autres et d'offrir aux étrangers ses propres rejetons. À l'origine, ce fut sans doute pour éviter la dégénérescence de la race, toujours menacée de consanguinité, dans ces îles sans contact avec le monde extérieur. Peut-être fallait-il voir aussi la source de cette tradition dans les rites des sectes religieuses des Harii, lesquelles exigeaient des fidèles qu'ils s'engagent à exterminer leurs propres enfants. En offrant leurs enfants à des étrangers et en adoptant ceux des autres, on trichait légalement, en quelque sorte, avec son serment. Le Goff avait les cheveux blonds qui lui tombaient sur les épaules, et son visage était entièrement peinturluré de rouge, de bleu et de jaune. Il était venu à Tahiti 2 ans auparavant, au moment où la jeunesse anglaise parcourait par dizaines de milliers le pays pour protester contre le délire nucléaire et l'équilibre de la terreur. Le Goff avait essayé d'organiser en France un mouvement de protestation analogue. C'était en somme un écologiste prématuré. Il fut rapidement amené à admettre le fait que le français était beaucoup trop individualiste pour s'intéresser aux questions de mort collective. Au contraire, chacun paraissait même se dire que c'était ce qui pouvait lui arriver personnellement de plus consolant. Nous avions d'abord tenté une marche sur le musée de l'homme, à Paris, nus et barbouillés de merde, des pieds à la tête, pour symboliser notre état de sauvagerie et notre barbarie nucléaire. Nous avons eu un succès de curiosité, c'est tout. Cela dura quelques mois, avec des manifestations à la mutualité et des pétitions. Mais on s'est heurté à une indifférence totale. Les gens s'en foutaient, et on finissait par se sentir des demeurés, des humanitaires attardés, au sein d'une espèce avec laquelle on n'avait rien en commun. J'ai quand même continué. Quand j'ai appris qu'on allait faire exploser la bombe, à Mururoa, j'ai laissé tout tomber, et je suis venu m'installer ici. L'Occident leur a volé tout leur tiki. Leurs cantines m'ont vu tout nu, la gueule peinte en rouge, en bleu et en jaune. Ils m'ont pris pour un fétiche. Je leur donne à croire. Qu'est-ce que tu veux? Ces gens-là ont besoin de foi. Le terrestre a complètement foiré. Peu à peu, sans trop savoir comment, le Goff s'était mis à guérir par imposition des mains, sauf les lépreux, auxquels il avait peur de toucher. Et la rumeur publique avait fait le reste. Mais il avait fini par se laisser aller à la douceur du paradis terrestre, comme tant d'autres popas. À présent, disait-il, il se foutait de l'écologie, de l'environnement et de l'explosion nucléaire de Mururoa comme de sa première paire de chaussettes. Il continuait à se peinturer la figure uniquement parce que c'était bon pour sa réputation de tiki vivant. Au début, il avait encore des principes et se défendait comme un beau diable contre la renommée de guérisseur qui lui était venue simplement parce que son visage multicolore éveillait dans l'âme polynésienne la vieille nostalgie fétichiste. Con reconnaissait d'ailleurs qu'avec la gueule assez effrayante qu'il avait, il était difficile de ne pas évoquer l'image de quelque divinité chargée de veiller sur le destin de l'homme. Il avait commencé par toucher les ventres des vainés qui se croyaient stériles et venait lui demander de leur rendre la fécondité. Et puis, lorsqu'il y en avait une jolie, il lui touchait le reste également. Plus il se dévergondait, plus il se prenait au sérieux. Il se mettait dans des colères noires lorsque les pêcheurs de Buava partaient en mer sans lui faire des offrandes.
et avait essayé d'assommer le baron, qu'il accusait de concurrence déloyale. Mais le tourisme était fermement du côté du baron parce que ce dernier avait une présence, une autorité, un air de mystère et une intégrité dans l'exercice de son métier de tiki vivant, dont René était complètement dépourvu. On avait invité ce dernier à se tenir tranquille, ainsi que Bizien le leur avait rappelé sévèrement dans son bureau. On n'allait tout de même pas recommencer les erreurs et les conflits sanglants qui avaient déjà causé tant de malheurs lors des guerres de religion et de la rivalité implacable entre différents cultes. Et il ajoutait, la place de l'homme majuscule sur son trône est au premier venu. Les partisans de chaque tiki n'avaient qu'à respecter les croyances des autres. René Le Goff bénéficia malgré tout d'une sorte d'édit de Nantes et fut laissé en paix, pourvu qu'il n'essaya plus de rosser le baron et de faire du scandale devant la tente rituelle. À présent, il était à bout de ressources. « Salut René, dit Con. Quoi de neuf ? Salut Gégène, je crois que j'ai encore attrapé une blénorragie. C'est le climat, dit Con, avec tact. René soupira. Avec ses longs cheveux blonds et sa barbe dorée, il ressemblait à un astrologue du quartier latin que Con avait connu. Je pensais évidemment me faire une piqûre de pénicilline, mais ça me pose un problème moral. En principe, je devrais guérir ça moi-même par imposition des mains. Si on apprend que je me fais soigner par un toubib, demande au père Tamil, le dominicain. C'est un brave type, il ne dira rien à personne. Et puis quoi ? Ce n'est pas à un religieux de chercher à ébranler la foi. Oui, mais c'est un peu gênant de demander l'aide d'une autre religion. Con n'avait aucune confiance en René. Il ne croyait pas un mot de ces histoires de croisade contre l'arme nucléaire en Europe. Tout ce barbouillage rouge, jaune et bleu n'avait sans doute d'autre but que de dissimuler une binette connue de l'Interpol. « J'ai l'impression de végéter, dit René. Les Tahitiens sont gentils, mais ils n'ont pas vraiment la foi. C'est plutôt de la superstition. Et puis quoi, les valeurs sacrées de l'Occident ont de moins en moins cours. Je voudrais me consolider. J'en ai marre de vivre dans la nature, tout nu. Je voudrais me faire bâtir une église. » Con rigolait. « Qu'est-ce que tu as à te marrer ? Tout le monde a besoin de sécurité matérielle. Comme ça, lorsqu'ils cesseront de croire en moi, il me restera toujours l'église. Je crois à l'immobilier, moi. » L'enfant se mit à hurler, et Taimaha le regarda avec fierté. « Tu trouves pas qu'il est beau, Con ? Il commence à te ressembler. Ma sœur a un fils de l'équipage d'un yacht anglais, mais il est moins beau. Tu es sûr que j'ai couché avec toi ? Demanda Con. Il toucha le nez du bébé qui se mit à gigoter et à rire. Tu vois, il te reconnaît, dit Taimaha. Con fut saisi d'un espoir tellement imbécile que ce fut tout juste s'il ne se retourna pas pour chercher les rois mages sur le chemin parmi les orchidées. Il se prit en imagination par la peau du cou et se donna moralement un coup de pied au cul. Aujourd'hui, si les rois mages venaient auprès de l'enfant, ce serait uniquement pour lui voler ses cadeaux ou pour brûler son village au napalm. Au Vietnam, ils l'ont bien vu, les rois mages sont venus. À présent se mettent en piste les rois mages communistes. D'où je tire mon soukiyak, les rois mages, j'en ai ma claque. Con se demandait quel était le prochain peuple sur la liste des massacres. L'embarras du choix. L'Amérique du Sud, l'Iran, l'Afghanistan, l'Inde. Il n'y était pour rien. Malheureusement, il était incapable de faire la différence entre eux et moi. Il y avait de l'homme là-dedans, et il fallait se résigner à l'idée que l'inhumanité était une caractéristique humaine. Il eut mal au ventre. Un seul remède, se remettre à danser, au plus vite. Au-dessus des mataviers aux feuilles roses, la montagne de Gauguin était couverte d'une beauté végétale créée moins par la nature seule que par l'œil humain, capable de la discerner. L'aventurier blond et nu au visage peinturluré, qui pouvait bien dissimuler sous toutes ses couches de peinture les traits d'un terroriste trop connu de toutes les polices du monde. L'homme, qui ne s'appelait pas Con, et que les services spéciaux des grandes puissances étaient en train de rechercher. La vainée qui n'était qu'une vainée, et l'enfant qui pouvait bien, par quelque miracle, devenir un homme, se tenait silencieux parmi les fleurs. « Tu peux me donner des sous, Con ?» demanda Taimaha. « René, tout ce qu'il a reçu depuis 3 jours, c'est du poisson. Le toubib a dit qu'il faut que je bouffe de la viande et des gâteaux. » Con réfléchit. Il y avait dans l'île un Allemand qu'il n'avait pas encore utilisé et qui s'était installé dans la plus vieille villa de Puaavia. Il n'avait aucun plan précis,
décidé une fois de plus à se fier à son inspiration. Bon, je vais voir. Il me faudra 1 heure ou 2, et je ne te promets rien, mais je vais essayer. Il revint sur la route et reprit sa moto. Il n'y avait que 10 kilomètres à faire jusqu'à la ville. Il devait s'arrêter en route pour prendre Maeva, qui était en visite chez une amie Fiou. Il y avait 15 jours que cette fille était Fiou parce que son papa adoré était rentré en Europe et qu'elle n'avait pas encore trouvé de remplaçant. Elle se mourait d'amour. Maeva l'attendait au bord de la route, devant la boutique du Chinois, où il lui avait donné rendez-vous. Elle portait des jeans, et Con fut scandalisé. Une tahitienne en jeans, ça devrait être interdit par la loi. Ils roulèrent jusqu'à la plage de corail du 7e kilomètre, où Con abandonna sa moto et s'engagea dans la palmeraie, sur le sable doux, qui faisait plaisir à ses pieds. La villa de Bigelow, que le papa avait louée, apparut à travers les cocotiers dans toute sa splendeur blanche. C'était la plus belle villa de l'île. Attends-moi ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore. Je vais essayer de ne pas le rater. Taïma a besoin de pognon. Il se déshabilla et laissa ses vêtements à Maeva, complètement nu. Il se roula dans le sable blanc, jusqu'à ressembler à quelque bête humaine qui aurait rampé hors de son trou, à la recherche d'un lézard ou d'un œuf de tortue. Con, qu'est-ce que tu vas lui faire à ce type? T'occupe pas. Il la laissa sous les mappés et pénétra à pas de loup dans la propriété.